Bonjour, j'espère que tout le monde va bien et je vous propose aujourd'hui d'étudier une nouvelle construction Java. Effectivement, depuis Java 16, on a officiellement à disposition un nouveau type, c'est la notion de record. Alors qu'est-ce que c'est qu'un record? Grosso modo, c'est comme une classe. Sauf que les éléments de type record, une fois instanciés, ne pourront plus être modifiés. On parle d'objets immuables. Alors en Java, on avait déjà des choses qui ressemblaient à ça. Je ne sais pas si tout le monde a en tête la classe string par exemple, ou la classe localDate pour gérer le temps. Effectivement, ces deux classes permettent de produire des objets qui, une fois instanciés, ne peuvent plus être modifiés. On ne peut plus que les perdre ou les consulter, bien entendu. C'est ce que permet de faire cette nouvelle construction de record. Alors, avant de vous montrer comment ça marche, ce que j'aimerais commencer par faire, c'est vous montrer comment on pouvait faire ce genre de choses-là avant l'arrivée des records. Et donc pour ce faire, je vous propose de revenir sur mon site, donc cours.fr. Vous allez bien entendu dans la section Java. Vous allez au niveau du tuto sur Java, et donc au niveau du chapitre définition de type record, là, au niveau de la programmation orientée objet, vous allez pouvoir avec moi faire un copier-coller. Regardez, je prends tout le premier encart de code, d'accord, et a priori, on cherche à y définir une classe de points. Je vais créer une nouvelle classe. Voilà, je vais l'appeler point, allez, old, parce que c'est des points à l'ancienne, on va dire. Voilà. Et je colle l'exemple de code que je vous propose. Ce que je vais juste m'amuser à faire ici, c'est retrouver tous les points et les appeler .old. Voilà, histoire de laisser le terme point disponible pour mon prochain type. Donc impeccable sur tout ça, je vérifie, voilà, partout où vous retrouvez des points, éventuellement, vous faites une petite modification. Voilà, j'aurais pu faire un rechercher, remplacer, c'est pas très grave. Mais donc voilà. Et ici, bien entendu, on va adapter le pactage. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette classe? Comme vous constatez, ici, nous avons deux attributs. On a un double x et un double y, qui sont les deux composantes de notre point, une abscisse et une ordonnée. Vous noterez tous, ici, le x est marqué comme étant final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette valeur flottante ne pourra plus être modifiée une fois affectée. Où c'est que j'affecte ces valeurs? En vérité, ce sont au niveau des constructeurs. Donc ici, on a un constructeur à 0 paramètres. Et ici, on a un autre constructeur qui accepte deux paramètres, un x et un y. Comme vous constatez, ici, je transfère mes deux paramètres dans les attributs de ma classe. Et à ce niveau-là, on fait de la délégation de constructeurs, et donc le constructeur à 0 paramètres rappelle celui-ci, en passant pour les valeurs x et y, les deux constantes 0. 0 et 0. Regardez, si vous avez un doute, en gardant la touche CTRL appuyée au niveau de votre clavier, là j'ai le doigt dessus, je garde cette touche appuyée. Vous avez vu, vous rentrez en mode navigation hypertexte, et donc on constate bien que ce constructeur rappelle celui-ci. Regardez, il me ramène directement à ce niveau-là. Donc effectivement, on a bien nos deux attributs qui, une fois initialisés, ne pourront plus être modifiés grâce au final à ce niveau-là. Après, classiquement, qu'est-ce qu'on rajoutait dans ce type de classe? Bien entendu, vous rajoutiez des getters. Si votre classe est non modifiable, si elle est immuable, il ne faut pas qu'on puisse modifier les valeurs, donc on n'a pas de setter. Et puis notez aussi que souvent, on avait besoin de faire un certain nombre de traitements sur nos objets. Par exemple, on pouvait comparer deux objets pour vérifier si leur contenu était bien le même. Voici comment on aurait pu coder un equals au niveau de deux points. Dans le même ordre d'idée, des fois, vous stockez des objets au niveau de tables telles que des htables ou des hmap. Ici, vous avez la méthode hcode qui est à la base définie au niveau de object et que je redéfinis pour proposer mon implémentation. Ici, clairement, je rappelle la méthode qu'on a au niveau du type parent. Donc c'est pas forcément très utile, parce que c'est la même chose qui est utilisée au niveau de object. D'accord, le hashcode de object rappelle
cette méthode-là. Donc du coup, c'était juste pour vous montrer la signature de la méthode. C'est pareil, hein, pour le equals, on est aussi redéfini, on est en provenance de object. Hein. Donc je remplace la méthode de object. Bon, très bien à ce niveau-là. Et puis, toujours pareil, ici, on avait un toString qui me permettait de pouvoir afficher un objet sur la console. Bon, on peut imaginer tout un ensemble d'autres méthodes hein, pour la manipulation de nos points. Parfait. Regardez ici, ce que je fais, c'est que je crée une nouvelle classe de démarrage. Voilà, je vais l'appeler Start. Voilà, si vous n'avez pas généré le main, rien de grave. Hein. Vous faites main CTRL espace au niveau d'Eclipse et donc vous avez l'assistant de production du main qui vous permet de le générer assez rapidement. Et donc, regardez, ce que je peux faire, c'est un point hold. Je l'appelle pos. Et donc, je dis que c'est un nouveau point qu'on va placer en 10-10. Pourquoi pas? Bon, si je fais un affichage de ce point, normalement, je dois retrouver mes coordonnées. Impeccable. Vous constaterez, en faisant ciseaux CTRL espace, que j'ai un println, hein, et dans ce println, je vais envoyer quoi? Je vais envoyer un post.getX. Bon, effectivement, on est capable de récupérer une des deux composantes individuellement. Et puis par contre, si j'essaye de faire un post.x égale 20, ça c'est pas possible. De toute façon, mon attribut est privé. Et au pire des cas, si j'essaye de faire un setX, comme on ne l'a pas défini, de toute façon, il y a peu de chances que ça puisse marcher. Donc on a bien un objet immuable. Hein. Une fois qu'il a été instancié, on ne peut plus le modifier. Pour clore cette présentation des anciennes manières de faire, je rappellerai un dernier point. C'est que toutes les méthodes qui sont ici, le toString, le equals, le hashcode, qui me permet de pouvoir gérer ces objets dans des tables de hashcoding. Bon, ça c'est un petit peu subtil, j'en avais pas trop parlé de cette méthode-là, mais on l'accepte. Et puis pareil hein, pour les getters, et pareil pour les constructeurs. Toutes ces méthodes-là que je viens de citer, en vérité, on peut aller très très vite, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est dans une classe, regardez, je le refais. Je fais un point hold 2. Regardez, ce que je fais, c'est que je récupère que la définition des attributs. À partir de là, si je fais bouton droit, je vais dans le menu source, et que je regarde là tout ce qui est generate, qu'est-ce que je peux faire? Regardez, je peux générer des getters et des setters. Alors comme on a dit, on ne veut pas les setters à cause du final. Vous avez vu, il ne vous les propose pas. Il ne propose de générer que les getters. Impeccable. Je peux avoir envie d'avoir un toString, source, generate toString. Vous voyez ces méthodes, en vérité, je ne les ai quasiment pas tapées. En vérité, tout peut être auto-généré. D'accord ? Si vous vous laissez guider avec l'atelier, il y a possibilité de pouvoir produire pas mal de choses. Dans le même ordre d'idées, pour finir, si je reviens ici, et c'est toujours pareil si vous allez dans le menu source, vous pouvez générer le hashcode, le equals, et là j'ai bougé, et à ce niveau-là, vous pouvez aussi gérer des constructeurs. Donc effectivement, on est pas mal assisté quand même. Et ces codes-là, comme ils sont assez classiques et assez traditionnels, en vérité, on peut directement avoir déjà des pré-implémentations pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Bon là, c'est pas exactement le même equals que celui que je vous propose, mais il y ressemble beaucoup. Une fois que vous avez produit ces codes, vous constatez quand même que ça occupe un certain nombre de volumes de code. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'à partir de Java SE 16, tout ça, ça peut être écrit en une seule et unique ligne. Vous avez bien entendu, en une seule ligne, je peux générer l'équivalent de cette classe avec un Java moderne. Alors, je parle de Java 16, c'est pas tout à fait vrai. En vérité, ça faisait déjà un petit moment que tout ça a été proposé au niveau de Java, mais jusqu'à présent, c'était pas officiellement disponible. D'accord ? En tout cas, pas pour de la production. C'était proposé en tant que preview. Hein. Vous pouviez déjà jouer un petit peu avec ces constructions-là. Donc, si vous avez un Java antérieur,
pas trop vieux non plus, en mettant l'option qui permet d'activer les preview features, donc c'est Enable Preview à ce niveau-là, vous avez néanmoins un pré-support de ces records. Par contre, c'est officiellement disponible et utilisable en production à partir de la version 16. Très bien. Alors, comment on fait des records modernes? Vous pourriez presque tout faire à la main. Regardez, je fais bouton droit, New, Class. Là, j'ai pour le moment, a priori, pas d'assistance supplémentaire. Il y en a un, mais c'est dommage qu'il n'apparaisse pas à ce niveau-là. Au pire, vous auriez pu dire, je veux une classe point, et puis au lieu de faire classe, ici, vous mettez un record. Et puis, à partir de là, ce qu'il faut, c'est définir les attributs. Les attributs, ça va se définir avant l'accolade ouvrante, et juste après le nom de la classe. Et à ce niveau-là, ici, vous pouvez définir un int x et un int y. Je vous avais dit une ligne, il y a l'import et l'accolade fermante, mais en gros, tout se passe principalement à ce niveau-là. Et puis regardez, même à la rigueur, si on veut être sur une seule ligne, voilà, on est ici, sur une seule ligne. Et donc là, j'ai codé très exactement l'équivalent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut bien entendu rajouter ses propres méthodes complémentaires si jamais vous avez envie d'enrichir votre type de données. En tout cas, vous noterez, ça a l'air de compiler. Alors attention, si vous voulez que ça marche, il faut quand même vérifier au moins une chose, c'est vérifier le niveau de compatibilité de votre Java. Donc ici, il faut que votre projet compile en niveau 16. Si vous êtes sur un niveau de compatibilité précédent, vous aurez des soucis. Notez aussi ici au niveau d'Eclipse, vous pouvez activer les preview features sans forcément les taper sur la ligne de commande. C'est pratique aussi. D'accord. Soit vous avez une version un petit peu plus ancienne et dans ce cas-là, activez le pré-support pour les records, soit vous passez directement sur du Java SE16 et vous garantissez ici d'avoir le bon niveau de compatibilité. C'est mon cas pour moi, donc pas de souci. Il y avait un dernier petit problème sur cette classe-là. Je passe, je ne sais pas ce que j'avais dû faire une bêtise, je ne sais pas ce que j'ai fait à ce niveau-là. Oui, là il me manque les constructeurs. Il n'est pas d'accord parce que grosso modo, j'ai pas mes constructeurs. Petit point de détail, de toute façon, ça c'était juste pour vous faire voir les capacités du générateur. Mais regardez, à partir de là, maintenant je reviens au niveau de mon start. Je vais commenter ces trois lignes, rappelez-vous, en faisant un CTRL SHIFT et le slash là qui est en dessous de vos lettres. D'accord, en tout cas sur un clavier AZERTY, ça vous permet de commenter complètement le bloc. Pour ceux qui n'aiment pas trop le clavier, au pire des cas, dans le menu source, vous pouviez aussi commenter des éléments de votre code. Alors je sais, oui, c'est toggle command qui est ici. Je le cherchais, c'était le premier élément qui m'était proposé dans le menu. Impeccable. Voilà. Dans tous les cas, là j'ai commenté mes quelques lignes et je recommence avec ma nouvelle construction. Je vais faire un point. Voilà, donc c'est le point que j'ai dans mon projet. Voilà, vous voyez qu'il y a un nouvelle icône qui nous montre bien qu'on a affaire à un record. Impeccable. Je vais l'appeler donc POS. Et donc, c'est un nouveau point. Alors pour le moment, oui, il faut que je lui passe bien entendu des coordonnées, bien entendu. Alors, ce que je peux faire, c'est reprendre la ligne de code qui était ici. Est-ce que ça, déjà, ça marche? En tout cas, ça a l'air. Je peux être curieux aussi. Je peux faire un POS point. Dans ce cas-là, noter qu'on a déjà des éléments qui nous sont affichés. Alors, vous noterez, il y a un truc bizarre. Il n'y a pas de getX, il n'y a pas de getY. Alors ça, moi, personnellement, ça m'embête un petit peu. Moi, je suis très à cheval sur les conventions de codage Java classique et traditionnelles. J'aurais aimé qu'on ait un getX et un getY. Bon, c'est pas le cas. C'est pas si gênant parce que quelque part, c'est un nouveau type de données. Ça n'existait pas, les records. Donc, d'avoir d'autres conventions, c'est pas si problématique. Mais effectivement, comme on est sur des types non mutables, pour vous faire gagner un petit peu de place en termes de saisie, on vous a enlevé les préfixes. Comme il n'y aura pas de setter, vous avez directement un accès à X et à Y. Par contre, notez bien, ce sont des méthodes, ce ne sont pas mes attributs. Les attributs, de toute façon, ils sont privés, donc vous n'y aurez pas accès. D'accord? Il n'y a pas d'attribut qui m'est proposé dans la liste à ce niveau-là. La seule chose que j'ai, c'est soit X, soit Y.
Bon, bah, si j'essaye de faire un system.out.println de post.x, bah, on a grosso modo l'équivalent de tout à l'heure. Regardez. Ah, j'ai une petite erreur, oui, il me manque un point virgule. Avec un point virgule, c'est toujours mieux. Regardez, je relance mon programme. Et donc, effectivement, bah, j'ai bien réussi à afficher mon 10. Alors, arrivé à ce stade-là, on pourrait dire, oui, mais est-ce qu'il y a aussi les autres méthodes, le equals et ainsi de suite? Bah, regardez, je vais prendre une console. Je vais me placer dans mon workspace, là où je travaille. Alors, je ne sais plus quel est mon nom de dossier. Donc voilà, c'était ça. Donc CD, je vais dans mon dossier. À partir de là, je descends dans le projet sur lequel je travaille et je descends plus précisément dans le binaire. Bon, bah, à ce niveau-là, j'ai mes points classes qui ont été produits. Bon, ils sont dans des sous-dossiers, hein, étant donné qu'on a des pactages à ce niveau-là. Du coup, si jamais je fais un java p-c de fr.cours.records, là-dedans, bah, bien entendu, je vais retrouver ma classe. Ma classe s'appelle point. Bon, bah, ça me permet de décompiler mon code. J'avais déjà un peu parlé dans des précédents tutos de JavaP, je ne sais pas si tout le monde les a suivis, mais ça permet de désassembler, d'accord, le code machine que j'ai produit. Avec Eclipse, bah, j'ai généré le point classe. D'accord, mon point classe contient mon code machine. Bah, ici, je suis capable de le désassembler. Il ne faut pas oublier l'option "-c". Et donc ici, ce que j'ai, c'est le code assembleur de la classe qui a été produite. Alors on n'est pas là pour faire de l'assembleur, d'accord? Il y a des choses, je ne veux pas trop en discuter, notamment la compréhension de ces lignes de code-là. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est au moins les signatures des méthodes qui ont été compilées. D'accord? Ce qu'on constate déjà, c'est que notre classe point, bah, notez qu'elle étend un type de base. C'est le type record. Il est dans java.lang. Notez ensuite qu'on a un constructeur avec deux paramètres. Alors, contrairement à la proposition que je vous avais faite avec une technique à l'ancienne, là j'avais proposé d'avoir deux constructeurs. Un constructeur à 0 paramètres et un autre constructeur avec mes valeurs x et y. Bon, ce qu'on constate à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a qu'un seul constructeur. C'est un constructeur qui prend mes deux valeurs, hein, x et y, et qui va les transférer dans les attributs. Parfait. On retrouve ici nos deux getters. La méthode d'accès en lecture à x, la méthode d'accès en lecture à y. Elles ne sont pas préfixées de get, c'est comme ça, en tout cas ici on le confirme bien. Mais notez, on a déjà un toString. On l'avait validé nous aussi, regardez, vous aviez déjà un toString. Et puis on a bien le hashcode et le equals. Donc effectivement, toutes ces méthodes ont été définies par défaut, hein, et on me propose déjà une pré-implémentation. Ça me permet de gagner quand même pas mal de code, hein, mine de rien. Je vous rappelle aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais regardez, je reviens sur mon point à l'ancienne. Je commente quelques instants mon toString. C'est vrai que les autres méthodes, des fois, on ne les définit pas forcément. Il n'y a que quand on est très consciencieux qu'on va aller mettre le hashcode et le equals. Mais par contre, pour débugger le toString, lui, on le met systématiquement. Pourquoi on le met systématiquement? Parce que pour rappel, par défaut, si jamais vous ne l'avez pas mis, on a le toString tel qu'il est défini au niveau de la classe Object. Et par défaut, c'est pas très sympathique. Regardez, je vous rappelle, ça affiche le nom de la classe, avec les pactages compris, et ça affiche l'adresse en mémoire de l'objet. En vérité, c'est le hashcode, mais du coup, ça vous affiche cette information-là. Bon, ça, c'est pas très exploitable. Donc, la plupart du temps, j'ai au moins, à minima, besoin de redéfinir mon toString. Donc, rien que ça, déjà, j'ai vu que j'ai gagné du temps, hein, à utiliser plutôt cette nouvelle construction de type record. Bon, il y avait aussi le problématique que là, j'avais mis un constructeur à 0 paramètres. Bon, notez que vous pouvez rajouter des choses à ce niveau-là.
D'accord, il est possible de rajouter des éléments au niveau de votre record. Alors il y a quand même un petit gag, il y a quand même une petite subtilité. C'est que si jamais ce que vous rajoutez, c'est un constructeur à 0 paramètre, dans ce cas-là, il faut savoir que vous n'aurez plus le constructeur à 2 paramètres. D'accord, regardez, là, je vais me permettre de récupérer mes codes pour aller vite. Mais regardez, ici, j'ai mon constructeur à 2 paramètres et à ce niveau-là, mon constructeur à 0 paramètres. Celui à 0 paramètres va rappeler le constructeur à 2 paramètres. Et notez qu'on a bien des attributs qui vont s'appeler X et Y. D'accord, ils ont le même nom que les méthodes. Mais les attributs, bien entendu, seront inaccessibles de l'extérieur. Ils ont été déclarés comme étant private par défaut. D'accord. Bon, ben regardez, je récupère juste ça. Ouais, allez, je récupère les deux. On va trifouiller un petit peu. Voilà, et je reviens au niveau de ma classe. Et là, ce que je fais, c'est juste que je mets 0, 0. Ah, j'ai un petit souci de clavier. Voilà. Bon, bah, il vous dit que là, il y a un problème, parce que le fait de mettre ce constructeur à 0 paramètres fait qu'il n'y a plus de constructeur à 2 paramètres. Et ça, pour un record, bah, c'est pas possible. Lui, il veut qu'on puisse initialiser un objet avec X et Y. Donc, si vous redéfinissez un constructeur à 0 paramètres, ce qui est tout à fait faisable, hein, mais dans ce cas-là, la règle absolue, c'est de forcément de remettre le constructeur à 2 paramètres. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que quand vous fournissez un constructeur dans une classe, ceux qui étaient fournis par défaut ne le sont plus. D'accord. Et donc, si vous rajoutez bien vos 2 constructeurs, alors là, je n'avais pas forcément fait attention aussi au passage, tant qu'on y est, j'avais mis des X et des Y, mais en vérité, ce sont des doubles que je veux. Mais regardez, à ce niveau-là, cette fois-ci, tout reconstruit. Il ne faut pas oublier de mettre, d'accord, ce constructeur à 2 paramètres. Je sauvegarde, je reviens à ce niveau-là, donc j'ai mon deuxième point basé sur mon record, et donc tout fonctionne bien. Et donc je n'ai pas besoin de redéfinir le toString. Et j'ai mes 2 constructeurs qui me permettent d'avoir éventuellement un accès plus facile pour avoir un point par défaut. Bon, et puis si ensuite vous avez besoin de rajouter d'autres méthodes, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez rajouter d'autres méthodes. Et regardez ici, je vous proposais une méthode complètement bidon, un do something, voilà. Bon, si vous rajoutez ça, vous allez pouvoir réaliser un traitement. Ici, ce que je me suis amusé à faire, c'est pas bien méchant, mais c'est faire voir qu'à l'intérieur de la classe, je peux soit accéder directement aux méthodes, X et Y, soit accéder à mes 2 attributs, étant donné que je suis à l'intérieur de la classe. Regardez, je relance, et donc effectivement, j'arrive bien à accéder aux attributs, j'arrive bien à accéder à mes 2 getters. Alors, ils ne sont pas préfixés de get, mais pour moi, ça reste des getters. C'est pour ça que je continue à les appeler ainsi. Donc voilà, donc si vous avez besoin de créer à partir de maintenant en Java des types immuables, des types non modifiables, hein, et si vous avez besoin d'aller assez vite sur le développement de ces classes, notez que l'utilisation de record peut vous simplifier la vie. Voilà. Allez, un dernier petit point de détail auquel je pense, vous pourriez vous dire, mince, il y a un nouveau mot-clé record. Et peut-être que vous auriez utilisé ce nom-là dans vos précédents programmes Java. Record, en anglais, c'est un mot assez classique, enregistrement, en tout cas si on le traduit en français, et donc peut-être que vous l'avez utilisé. Il n'y a rien de grave, hein. Ce n'est pas un mot-clé réservé du langage. En vérité, c'est un mot-clé contextuel. Donc, c'est s'il est mis devant une déclaration de type, effectivement, là, il prend du sens. Par contre, si vous continuez à utiliser record, qui jusqu'à présent n'était pas un mot-clé, si vous continuez à l'utiliser dans une déclaration de variable, par exemple, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, ça marche. Et vous allez pouvoir utiliser le mot. Vous voyez, un mot-clé contextuel n'est pas mis en couleur quand il n'est pas reconnu. Il est mis en couleur que dans le contexte dans lequel il prend du sens.
Voilà. Faut savoir aussi, là, assez récemment, j'ai fait une petite doc sur le site, donc j'y suis à vous parler de ça, avec les mots-clés du langage, d'accord? Et donc j'ai bien séparé, entre guillemets, les mots-clés réservés, que vous n'avez pas le droit d'utiliser pour vos noms de méthodes ou pour vos noms de variables, d'accord? Et puis les mots-clés contextuels qui progressivement enrichissent le langage à partir de la version 9 de Java. Voilà, bon, ben record est au même niveau que les autres mots-clés dont vous retrouverez quelques traces au niveau du tuto. Il suffit d'ouvrir les chapitres qui lui sont associés. Voilà, bon, ben ça, ce sont des mots-clés contextuels. Bon, et bien voilà qui clôt cette petite présentation de cette nouvelle construction. J'espère que ça a été clair, que vous avez bien compris l'intérêt de ce type d'objet et que vous allez pouvoir exploiter ces records dans vos programmes. Voilà. Bon, dans tous les cas, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye!